Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, en réalisant qu'il y avait un autre chemin que les voix pour faire entendre la vôtre, vous avez choisi de tourner la page de la politique. Aujourd'hui, ce sont les livres qui vous permettent d'avoir plus que jamais voix au chapitre. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour Jacques Pessis. Je suis ravi de vous accueillir pour parler de tout sauf de politique, parce qu'on va parler de vous aujourd'hui dans les clés d'une vie, à travers des dates clés, à l'occasion de la sortie de La Valse de l'adieu, un roman qu'on va évoquer chez Plon et qui est un roman passionnant et passionné. Voilà. Alors, le principe des clés d'une vie, donc, c'est de raconter des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, elle vous dira sans doute quelque chose, le 27 novembre 1981, c'est la création officielle de Alouette FM. Oui. Ça, vous avez créé l'une des premières radios libres en 81. Alors absolument. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que le président de la République, François Mitterrand, venait de libérer les ondes. Oui. Le 9 novembre, exactement. Voilà, et donc j'ai bondi. J'en ai d'ailleurs parlé avec lui plus tard, en disant il a fallu que je libère les ondes pour que vous créiez en Vendée la première radio d'opposition. En fait, ces ondes, elles étaient plus libres depuis que De Gaulle avait compris en 45, en revenant au pouvoir, qu'il y avait eu Radio Stuttgart, qu'il fallait pas recommencer, donc il avait fermé le robinet. Et Mitterrand l'a réouvert en 81. Oui, absolument. Alors, vous êtes devenu un pionnier des nouveaux médias, parce que créer une radio, c'était une aventure à l'époque, Philippe de Villiers. Oui, c'était une aventure, et d'autant plus audacieuse que je voulais que ça soit la radio au pays, une radio qui soit très enracinée, pour mettre en valeur ce que les journaux locaux essayent de faire, les avènements plutôt que les événements. Et donc on essayait de faire parler des gens qui d'habitude ne parlent pas, et d'aller chercher des caractères, des tempéraments, des hommes de l'ombre, des femmes de l'ombre, qui avaient quelque chose à dire qu'on n'entendait pas. Voilà. Et ça s'appelait Alouette FM parce que l'émetteur était au sommet du Mont des Alouettes en Vendée, je crois. Oui, vous savez d'où vient le Mont des Alouettes? En fait, le Mont des Alouettes, ça vient de César. Oui. Une légion de César s'appelait la Légion des Alouettes. Et elle est passée sur le Mont des Alouettes, qui fait 252 mètres, c'est notre puits de Dôme à nous. et alors, l'alouette turlute au-dessus des moulins. On dit qu'une alouette turlute, voilà. Et donc, je trouve c'est très beau, l'alouette, c'est, voilà. Et elle a un côté impertinent, l'alouette. Oui. On dit en Vendée, jurer pas, selon qu'elle monte ou qu'elle descende. Et je trouvais que l'idée d'appeler ça Radio Alouette était une bonne idée. Et c'est mon frère Bertrand qui a magnifiquement déployé les ailes de l'alouette depuis quelques années. Oui, parce qu'en plus, au départ, les émetteurs étaient très faibles. C'était pas simple d'avoir des émetteurs à l'époque, Philippe de Villiers. Oui, alors nous on a tout de suite mis la puissance, nous et Énergie à l'époque. Oui, on a mis la puissance pour être entendu sur 4 départements. Et les studios étaient aux Herbiers, et les Herbiers sont célèbres pour avoir été dans une finale de la Coupe de France de football, je crois, en 2018. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'ils ont perdu face au PSG, oui. Mais ils ont été en finale, ce qui était une performance. Ah bah, c'est une épopée. Et vous êtes fan de football aussi depuis toujours, Philippe de Villiers? Alors j'ai été... C'était ma première passion. Ça a failli m'empêcher de faire le Puy du Fou. Bon si je peux vous raconter l'anecdote suivante. Donc, j'étais en fait capitaine d'une équipe de foot. Et quand j'étais en seconde, on était 3 frères. Il y avait Bertrand, qui était avant-centre. Moi, j'étais numéro 5, arrière central. Et j'avais un autre frère qui s'appelle Pierre, qui est l'ancien chef d'état-major des armées. Et on a monté une équipe qui s'appelait l'Étoile sportive de Boulogne, dans notre petite commune de 450 habitants. Et à un moment donné, quand j'étais en seconde, j'ai dit à mon père et à mes frères, moi je sais ce que je vais faire plus tard, mon destin, je l'ai dans les pieds, je suis gaucher, il n'y a pas de bon gaucher en France, je veux être footballeur professionnel. Et mon père, avec la vérité du père et la lucidité du père, dans un élan de courage qu'aucune mère ne pourrait avoir parce que la mère est trop affectueuse, il vient vers moi, il me prend comme ça, il me dit: mon petit Philippe, non, tu seras jamais footballeur professionnel. Peut-être tes frères, mais pas toi. Je dis pourquoi? Il dit parce que t'es pas assez bon. Voilà. C'est terrible, un père qui dit ça à son fils. Mais il m'a sauvé et du coup, j'ai fait le Puy du Fou. Oui, vous auriez pu aussi reprendre l'équipe de Nantes à un moment de votre vie. Oui, ça nous a été proposé avec mon frère Bertrand. À un moment donné,
on nous a dit, ben voilà, vous êtes des passionnés de foot, vous êtes des fidèles du FC Nantes, parce que moi j'étais un fidèle parmi les fidèles du FC Nantes, du temps de Philippe Gondé, ça vous dit rien, mais bon. Oui. Et voilà. Et donc là aussi, c'est des bifurcations dans la vie. Si on avait repris le FC Nantes, j'aurais eu une autre vie. Voilà. Alors, une autre vie aussi que vous avez eue, c'est en créant une école de communication, pas comme les autres, Philippe de Villiers. Ça aussi, c'était novateur. Oui, alors j'ai créé une école de communication à Nantes qui s'appelle la Fondation pour les arts et les sciences de la communication, qui est devenue Sciences Com, et qui était une école qui avait pour but d'enseigner les nouveaux médias. C'était avant Internet, hein, bien avant. Mais on sentait que on allait vers ce qu'on appelait à l'époque le multimédia. Et donc, il s'agissait de former des journalistes, des gens de communication. Et d'ailleurs, beaucoup de gens de communication que je croise aujourd'hui sont passés par cette école. Et une école très particulière, c'est-à-dire qu'on avait 1 an d'école et après, il fallait se débrouiller. Exactement, oui. Voilà, et en fait, c'est une école qui n'avait pas de subvention, qui fonctionnait à partir de sa scolarité. Même s'il y a eu une aide à l'époque d'Olivier Guichard, qui était un président de région tout à fait remarquable, ouais, c'est une école qui a volé de ses propres ailes. Oui, et vous avez formé à l'époque, et c'était presque novateur parce que les temps avaient changé, des généralistes plutôt que des spécialistes, Philippe de Villiers. Ça, c'était un risque aussi, parce que il y avait que des spécialistes quand vous avez créé cette école. Oui, souvent, il y a des gens qui disent que les journalistes aujourd'hui ne sont ni des spécialistes ni des généralistes. Oui. Vous savez de quoi je parle, puisque vous êtes un généraliste touche à tout. Un touche à tout de génie, même. Bon. Mais alors, ce côté généraliste, justement, vous y avez cru, parce que c'était pas évident à l'époque. Non, c'est vrai qu'à l'époque, on était dans le tropisme de la spécialisation dans tous les domaines, que ce soit dans le monde des entreprises ou dans le monde de la communication. Et l'idée du généraliste, en fait, était inspirée d'une phrase de Max Jacob, reprise par De Gaulle. L'école de commandement, 2 points, c'est la culture générale. Et justement, c'est une chose que vous défendez vous-même, vous êtes un généraliste dans toutes vos activités. Oui, absolument. Et en fait, il faut se méfier des spécialistes. Parce que ils voient toutes les aspérités, mais du coup, ils ne prennent pas de décision. Un généraliste, il ne voit pas les aspérités. Et du coup, il avale les obstacles. Un généraliste, c'est quelqu'un qui a une intelligence combinatoire, alors qu'il y a des intelligences conceptuelles qui sont hors du réel et des intelligences pratiques qui n'ont pas de conception. Et quand on voit votre parcours, Philippe de Villiers, on se dit, mais rien ne vous destinait à tout ça lorsque vous êtes né avec votre nom complet, Philippe Marie Jean-Joseph Le Joli de Villiers de Saint-Jean. De Saint-Ignon. Saint-Ignon, pardon. Oui. C'est sur un passeport, ça ne doit pas être terrible. Alors, en fait, je vais vous expliquer mon nom. Alors, d'abord, Le Joli, c'était le nom de ma famille, oui, normande, qui habitait une commune qui s'appelait Villiers-Fossard. Et mon ancêtre s'est illustré aux côtés de Guillaume le Conquérant. Et par lettre patente d'Henri IV, il est devenu Le Joli de Villiers. C'est une famille d'officiers, en fait. Dans ma généalogie, il y a marqué entrée au service en telle année, entrée en service en telle année, mort au champ d'honneur en telle année, ça. C'est-à-dire qu'on a payé, c'est une famille qui a payé l'impôt du sang. Et après, Saint-Ignon. Alors, d'où ça vient, Saint-Ignon? C'est que mon père était orphelin de guerre et il a été accueilli par une famille, un oncle qui s'appelait Saint-Ignon, et donc on lui a collé un nom supplémentaire, dont je me sers d'ailleurs quand je veux faire une citation qui n'est pas nommée, dont l'auteur n'est pas nommé. Donc je dis comme l'a dit Saint-Ignon. Et en général, les gens baissent la tête en se disant « Oh là, il y a Sainte-Beuve, je ne connaissais pas Saint-Ignon. » Et ça marche. Et ça marche. Et votre père... C'est comme ça que j'ai passé le concours de l'ENA, d'ailleurs. Et ça a marché. Oui, bah, très bien. Oui. Et puis votre père a créé une chaîne de pressing, je crois, Philippe de Villiers. Une chaîne de pressing. C'est ce qu'on m'a... Ah oui, alors mon père était donc militaire. Il a suivi de Lattre avant la guerre à Metz, parce que mon père était lorrain, en fait. En fait, mon père était lorrain et ma mère était catalane. Moi, je suis un petit beurre vendéen, si l'on peut dire, par le droit du sol. Et mon père, quand il a quitté l'armée, pour s'occuper de ses enfants et pour que ses enfants soient enracinés à Boulogne, en Vendée,
a créé une entreprise qui s'appelait BTZ avec un de ses amis qui s'appelait Alan Suzanet, et il est devenu chef d'entreprise et il nous a donné le goût de l'entreprise. Voilà. Et entreprise, ça vous a pas empêché d'être haut fonctionnaire au départ. Vous êtes devenu sous-préfet, je crois que vous avez fait un stage à la préfecture de Corrèze, ensuite sous-préfet. Il y a quelqu'un aussi qui a eu le même parcours artistique que vous. Ils allaient un peu voûter, laver leurs mains. Louis Amade. Louis Amade, c'est un peu un exemple comme vous, c'est-à-dire qu'il était sous-préfet, directeur de cabinet à Versailles, et le soir, il écrivait des chansons pour Gilbert Bécaud ou pour d'autres. Ah oui, je me souviens très bien de Louis Amade, un immense talent. Et je lui ai raconté ce que je vais vous dire maintenant, c'est que quand je suis arrivé à la sous-préfecture de Vendôme, donc avec ma casquette, avec mon uniforme de sous-préfet, en face du maire de Vendôme, qui était un homme merveilleux, qui s'appelait Robert Lano, et devant tous les invités, toute la bourgeoisie vendômoise, j'ai commencé comme ça. À la sous-préfecture, on fête la sous-préfète. Sous le lustre à facettes, il pleut des orangeades et des champagnes tièdes, de femelles mégères de fonctionnariser. Je suis un soir d'été, Jacques Brel. Voilà. Et c'est comme ça que vous êtes entré peu de temps à la sous-préfecture. J'étais sous-préfet au Chouan. Exactement. C'est une belle formule. Des formules, vous en avez eu d'autres. Et en fait, j'ai quitté le corps préfectoral. Ouais. J'aimais beaucoup le corps préfectoral. Tous les préfets que j'ai eus, que j'ai côtoyés quand j'étais président du Conseil général de la Vendée, étaient des gens remarquables. Mais il y a un problème dans la préfectorale, il faut obéir, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas soi-même, voilà. Et donc, il y a un moment donné, c'est plus possible. Voilà. Et vous avez... Moi, j'avais un problème avec la discipline. Oui. Ben, vous avez créé votre... Parce que je suis un créatif et on peut pas me parquer, voilà, me mettre comme ça dans une case sans pouvoir bouger. Voilà. Et vous l'avez démontré, et on va l'évoquer à travers une autre date, le 22 février 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe de Villiers. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Philippe de Villiers. Nous parlerons tout à l'heure de son nouveau roman passionnant, La valse de l'adieu chez Plon, que vous venez de sortir, qui démontre que vous êtes aussi un historien. Et là, on évoque une date importante de votre vie, 22 février 1984. Écoutez ce générique. Voyez-vous, je ne sais si nous vous avons convaincu. Mais moi, je Vive la crise, l'émission avec Montand, et aux surprises, vous êtes dedans, Philippe de Villiers. Oui, en fait, c'est une chose extraordinaire. Vive la crise, c'est une émission qui a été commandée par le président de la République, François Mitterrand. Il faut savoir que moi, j'ai quitté le corps préfectoral en 1981, le 10 mai, quand il est arrivé. Oui. Bon. Et en 84, vous voyez comme le temps passe, il commande une émission avec comme présentateur Yves Montand. C'est une émission qui dit, dans une première partie, c'est la crise, c'est épouvantable, le chômage, on peut rien faire. Et dans une deuxième partie, il y a des bonnes nouvelles après la crise. Et quelle était la bonne nouvelle? C'était le Puy du Fou. Incroyable. Et donc, il y a eu 20 millions de téléspectateurs qui ont regardé cette émission. Et ça a été pour le Puy du Fou le moment décisif où on a basculé. On est devenu un mythe à partir de ce moment-là. La séquence s'intitulait « Faites-le vous-même » et vous démontriez que vous étiez un chef d'entreprise et que le Puy du Fou, ça marchait. Alors en fait, oui, ce qu'on a démontré à l'époque, c'était « Small is beautiful ». Comme disait le commissaire au plan Michel Albert, et comme disaient aussi des gens comme François-Olivier Gisbert, etc., qui a été un des parrains du Puy du Fou à l'époque, un de ceux qui a cru à cette aventure. Et en fait, l'idée, c'était qu'on était entré dans une nouvelle économie, dans un nouveau monde, d'ailleurs très bien figuré par l'atome, la combinaison infiniment puissante du petit et du puissant. C'est-à-dire qu'en fait, la combinaison contradictoire de ce qui est petit et de ce qui est puissant. Alors, la première fois qu'on entend... Alors qu'avant, on nous disait, c'est Vidal de la Blache, le grand géographe, pour être puissant, il faut avoir une grande taille. Oui. Bon, ben, c'est fini ça. C'est fini pour les pays, pour les pays souverains, et c'est fini aussi pour les entreprises. Et vous avez commencé très modestement, puisque le premier reportage sur le Puy du Fou, c'est le 6 décembre 1977 à la télé. Vous expliquez que l'été prochain, au château du Puy du Fou, il y aura un spectacle historique son et lumière. Et on n'en dit pas plus, et personne n'imagine ce que va devenir le Puy du Fou. Oui, c'est une immense aventure qui a démarré à ce moment-là. Et je tiens à souligner que j'ai fait 4 serments ce jour-là, à la date que vous venez de dire. Premièrement, il n'y aura jamais de droit d'auteur, parce que c'est pas un acte de business, c'est un acte d'amour. Pas de droit d'auteur pour le créateur, c'est moi-même.
Deuxièmement, il n'y aura pas de dividendes. Troisièmement, ce sera toujours un modèle associatif. Troisièmement, il n'y aura pas de subvention. Et quatrièmement, il n'y aura pas de brevet extérieur. Voilà. Et résultat, vous avez obtenu qu'un château de la Renaissance qui était à l'abandon serve pour le Puy du Fou. Absolument. Et en fait, j'ai découvert plus tard, Jacques, que ce château, en ruine, avait été dessiné par Francesco Le Primatis, l'architecte de la galerie de Fontainebleau, la célèbre galerie de Fontainebleau, qui était en contact avec François du Puy du Fou et Catherine de Montmorency-Laval, qui était elle-même demoiselle d'honneur à la cour du roi François Ier. Et en fait, quand François du Puy du Fou a courtisé la jeune demoiselle d'honneur, elle lui a dit, il y a une condition pour le mariage, c'est un cadeau. Et il a dit, quel cadeau? Elle a dit, je veux le plus grand architecte du monde. Ah bon, oui, il est là, Francesco Le Primatis. Et il a accepté d'être l'architecte du château. Seulement, le problème, c'est qu'il a dit, je ne viendrai pas, je suis trop occupé à Fontainebleau. Du coup, il a fait des dessins et il avait mis en pierre de tuffeau. Et quand ils sont arrivés au Puy du Fou, on leur a dit, mais il n'y a pas de tuffeau au Puy du Fou, il n'y a que du granit. Et il a fallu faire un château Renaissance en granit. Ça n'a pas d'équivalent en France. C'est unique. Alors, comment est venue cette idée de faire le Puy du Fou, Philippe de Villiers? Alors, le Puy du Fou est né à la confluence de deux urgences intimes. Un devoir de gratitude pour une enfance heureuse. Mon enfance s'est déroulée au fil des ruisseaux à Cresson qui chantaient entre les ors des mimosas. Et donc une enfance heureuse. Et la deuxième urgence, c'est laver l'injustice faite à la Vendée avec le génocide. Et vous avez créé ce lieu, on vous a pris pour un fou, on dit ça marchera jamais. Carrément, oui. D'ailleurs, longtemps. En fait, il faut savoir une chose, c'est que on n'a pas été reconnu en France. On a été reconnu d'abord aux États-Unis. Vous avez eu un Grammy Award, je crois. Oui, voilà. Et quand on a eu des awards, là, toute une série d'awards, dont le Hall of Fame, puisque j'ai mon nom, moi, là-bas, à Los Angeles, eh bien, les médias français ont commencé à s'intéresser au Puy du Fou, vous voyez. Mais encore fallait-il y penser, puis trouver des bénévoles qui accepteraient de travailler avec vous. Oui, alors en fait, j'ai créé un nouveau genre d'expression qui s'appelle la cinécénie, et curieusement, elle n'a pas été imitée. C'est-à-dire que personne n'a fait ce genre de choses. Personne, pour l'instant. C'est un nouveau concept. Et les sons et lumières dans les années 60, c'était André Castelot qui les écrivait, je ne sais pas si vous le savez, et ils étaient mis en lumière par Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, qui était un réalisateur de radio et qui travaillait avec Pierre Dac et Francis Blanche. Et ça marchait très très bien. Oui. Et vous avez assuré la relève. Alors moi, en fait, j'ai compris qu'à partir du son et lumière, qui est simplement qui correspond à l'idée de mettre en valeur un lieu, il fallait faire un spectacle vivant en retrouvant l'esprit des mystères du Moyen-Âge. Oui, en même temps, il fallait des anecdotes. Bien sûr. Et il fallait les trouver. Oui. Mais là, en fait, l'anecdote que j'ai trouvée, c'est que dans ce château habitait un garde-chasse qui a été blessé 7 fois pendant la guerre de Vendée et qui était le fondateur d'une dynastie paysanne jusqu'en 40, et avec toujours le même prénom, Jacques, depuis le Moyen-Âge, Jacques Lépouraille et Jacques le Conscrit, etc. Alors, il y a aussi un Vendéen qui a inspiré Jules Verne, je ne sais pas si vous le savez, c'est un professeur de mathématiques et de dessin industriel qui était au petit séminaire de Saint-Donatien à Nantes, Brutus de Villerolles. C'est lui qui a dessiné le premier sous-marin, et c'est comme ça que Jules Verne a imaginé le capitaine Nemo et le sous-marin de 20 milieux sous les mers. Mais ça vient aussi de la Vendée. Jules Verne, sans la Vendée, n'eût pas été Jules Verne, si l'on peut dire. Vous avez développé l'aventure avec un parc d'attractions, ce qui était aussi tout à fait inenvisageable au début. Alors en fait, je peux vous raconter l'histoire. En fait, c'est l'époque où j'étais secrétaire d'État à la culture, et un jour, Chirac me confie le dossier de l'implantation de Disney à Marne-la-Vallée. Donc par une manière d'ironie, parce qu'il me connaissait bien et j'avais été son stagiaire de l'ENA en Corrèze. Et là, je proteste et je lui dis, je comprends pas comment on peut comme ça accueillir les Américains, on n'est pas foutus, alors qu'ils n'ont pas notre histoire, de créer des parcs historiques. C'est-à-dire qui serait la réponse au parc d'attractions. Comme on dit aux États-Unis, il y a entertainment et roots. Roots, c'est les racines, c'est nous. Et alors il me dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, Monsieur le Premier ministre, eux, ils ont une petite souris, nous, on a Jeanne d'Arc. Alors il dit, je comprends pas. Je dis, vous allez voir. Et j'arrive au Puy du Fou, je dis, les gars, on fait le parc de l'histoire de France.
C'est l'époque où René Monory créait le Futuroscope, donc l'avenir, le Futuroscope, et c'est l'époque où Disney créait son parc avec la petite souris. Et en réalité, la différence entre Disney et le Puy du Fou, c'est que nous, c'est pas le même organe. C'est les tripes, nous c'est le cœur et l'âme. Et il n'y a pas de segmentation de la population. Il n'y a pas des petits manèges et des grands manèges. Au Puy du Fou, tout le monde voit les mêmes spectacles, tout le monde vibre au même spectacle et tout le monde repart ensemble après avoir vu les mêmes spectacles. Et vous avez été un pionnier parce qu'à l'époque, bon, Disneyland n'était pas né, il n'y avait pas le parc Spirou, il n'y avait rien du tout. C'est là aussi, vous avez innové, Philippe de Villiers. Oui, mais oui, la principale innovation, c'est que les parcs d'attractions, dans l'idée des Français, c'est quelque chose où on se détend, quelque chose de ludique, mais qui n'est pas culturel. Alors que moi, ce que je voulais faire avec mes amis, c'était un endroit où on puisse se détendre, mais où on puisse aussi se cultiver et notamment apprendre l'histoire et apprendre le légendaire français. C'est-à-dire mettre à la portée de nos jeunes nos héros, nos saints, nos légendes, nos gloires, que souvent on a oubliées depuis qu'on n'enseigne plus l'histoire à l'école. C'est un combat de plus en plus d'actualité. Oui, absolument. Ouais. Et vous allez le poursuivre en France, mais aussi à l'étranger. Il y a eu des projets à l'étranger qui ne se sont pas forcément concrétisés. Ben, en fait, il y a un projet magnifique à Tolède, oui, et qui montre qu'en fait le concept est universel. Et c'est drôle parce que quand j'ai commencé, tous les journalistes disaient il est dans un trou, le Puy du Fou, les épaisses, etc. Et puis ils ajoutaient il va pas sortir d'ici. Et puis maintenant on était dans un trou, on est sur le toit du monde. Voilà. Ce qui veut dire que c'est quand on est enraciné, on est très vite universel. C'est l'inverse de ce que les gens croient à Paris. Oui, mais vous y croyez, c'est le principal et le public aussi. Et il y a une autre chose dans laquelle vous avez innové. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 26 novembre 1989. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe de Villiers. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe de Villiers. Nous parlerons tout à l'heure de ce roman, La valse de l'adieu, qui se passe au temps de Napoléon et de la retraite de Russie. Et là, on va évoquer, après avoir évoqué le Puy du Fou et votre parcours de vos débuts, une autre date importante, le 26 novembre 1989, c'est le départ de cette course. 110 jours, un peu moins de 4 mois. Temps dérisoire dans la vie d'un homme, mais qui prend tout son sens lorsque celle-ci bascule dans l'exception. Le Vendée Globe 1989, et c'est vrai que sans vous, je crois, Philippe de Villiers, le Vendée Globe n'aurait jamais existé. Non, alors en fait, voilà ce qui s'est passé. J'ai rencontré Philippe Gentot, qui était en train de gagner le Box Challenge, qui était un grand navigateur, à Rio, et 2 ans avant. Et un jour, dans un café à Rio, il me dit « il y a une course qui serait encore plus forte que le Box Challenge, parce que le Box Challenge, il y avait des étapes. C'était une course autour du monde, mais avec des étapes. Et il dit « ça serait sans étapes ». Et alors là, tout le monde dit « complètement fou, il faut pas faire un truc comme ça ». Bon, c'était impossible. Et on l'a fait. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de sortir de l'image de la Vendée, qui était une image, comment dirais-je, du bocage vendéen, tourné sur lui-même, qui ne regarde pas à l'extérieur, alors qu'on a la mer en Vendée. Et je me disais, il va falloir qu'on ait une image de la conquête, une image de l'infini, une image de l'Everest des mers. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait le Vendée Globe. J'en suis très fier parce que à l'époque, je peux vous dire que personne n'y croyait. Ah non, c'était hors du commun comme aventure. Il y avait eu, je crois, le Golden Globe Challenge, une course mythique qui avait eu lieu une fois en 68 et depuis plus rien. Voilà. Et en fait, c'était une idée formidable, qui était une idée de Philippe Gentot. Et je ne cesserai jamais de lui rendre hommage. Et c'est moi, le président du Conseil général, qui ai permis à cette idée de se développer et de prendre son envol, si l'on peut dire. Oui, car aujourd'hui, elle est mythique. Alors, il faut savoir que vous n'êtes pas un homme de la navigation. Les bateaux, c'est pas votre truc. Non, je suis un marin d'eau douce. Oui, sur un petit canot avec deux rames. Quand j'étais petit, avec mes frères, on faisait des radeaux sur
une rivière qui faisait 2 mètres de diamètre, vous voyez, Oui. et 1 mètre de profondeur, voilà. Comme quoi, le bocage mène à tout. À condition de ne pas en sortir. Oui. Alors, la première édition du Vendée Globe est un tel événement que j'ai répertorié une trentaine de reportages dans les semaines qui viennent, qui précèdent l'événement. C'était remarquable, c'était étonnant. Oui, en fait, quand on voit aujourd'hui ce qui est devenu le Vendée Globe, c'est phénoménal, quoi. Le monde entier s'intéresse au Vendée Globe. Et on a eu des... Il y a sans doute une raison que personne n'ose dire, que je vais vous dire, c'est qu'en fait, ces marins-là, ils se dopent pas et ils courent pas pour de l'argent. Vous voyez ? C'est la passion de l'aventure. C'est vraiment l'aventure. C'est les derniers aventuriers. Et quand vous écoutez les Kersozon, les Gauthier, gens comme ça, vous savez que j'ai connu Tabarly, moi. Et Tabarly il était dans le bateau qui a donné le départ du premier Vendée Globe. Et il me disait, t'es conscient de ce que tu fais? Je dis, bah oui, pourquoi? Il me dit, mais parce que c'est quand même une folie, cette course. Voilà. Et Éric Tabarly était un peu le parrain de tout ça. C'était un homme merveilleux. C'est tous ces gens, ce qui me frappe chez ces grands marins, regardez Jean Le Cam. Ce sont des gens, ils ont l'humilité oblative. Et la première course a duré 109 jours, je crois, et c'est Titouan Lamassoure qui a gagné. Mais le premier tour du monde en voilier en solitaire, c'est un Américain, je ne sais pas si vous le savez, Philippe de Villiers, Joshua Slocum, en 1898, 3 ans de navigation. Ouais. C'était autre chose. Mais quand vous dites Lamassoure, je me souviens, j'étais avec Jacques Chaban-Delmas, que le bateau était Aquitaine, et Chaban était président de l'Aquitaine. Et quand on suivait Lamassoure dans la nuit, il y avait des falots, parce qu'il n'y avait pas d'autres lumières, sur toute une flotte de bateaux suiveurs. Et je me souviens de la phrase de Chaban, qui me dit, tu vois Philippe, une fois qu'on aura vu ça, on peut mourir. Et là, ça continue, puisqu'en 2024, c'est tous les 4 ans, ce sera la prochaine édition. Oui. Et maintenant, le problème, c'est la maîtrise. Mes successeurs ont très bien mené cette affaire. Et le problème, c'est la maîtrise, parce qu'il y a énormément de concurrents, si vous voulez. Donc, il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de pontons, etc. Bon, mais enfin, les gens qui gèrent ça remarquablement, avec un garçon qui s'appelle Laurent Pinault, qui est l'âme de cette course, et qui veille à ce que tout se passe bien. Une autre de vos... Mais pour la Vendée, si vous voulez, c'est incroyable, quoi. Parce que le Puy du Fou et le Vendée Globe, vous vous rendez compte que il y a... Enfin, la Vendée, quand j'étais petit, c'était les ventres à choux, les cutéreux, les ruraux profonds, on disait à la Datar. Les ruraux profonds. Oui. Maintenant, on regarde la Vendée, département où il y a le moins de chômage de France, etc. Tout le monde veut être vendéen. Et on a la chance d'avoir... on a le tourisme vert, on a la mer, on a tout ça. Bon, c'est ma terre, c'est mon pays. Et vous le défendez, et oui. Vous défendez aussi, c'est l'un de vos combats, le patrimoine. Et je crois que vous avez été aussi un pionnier bien avant que le sujet devienne brûlant. Bah, le patrimoine, je comprends pas comment... Le patrimoine culturel, le patrimoine des arts... Oui, mais je comprends pas comment des gens qui aiment la nature n'aiment pas les paysages. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Puisque quand la France va être couverte d'éoliennes, ben, ce sera fini, quoi. Et puis les éoliennes en mer, les gens qui ont une villa à Lilieu, voilà. C'est pas possible, on peut pas balafrer la France de cette manière. Vous savez que dans les rotors d'une éolienne, il y a 17 terres rares qui sont exploitées dans des conditions par les Chinois, qui sont exploitées dans des conditions qui sont contraires à toutes les règles raisonnables pour encadrer le CO2. Donc je comprends pas. Mais le patrimoine, ça a été toujours votre préoccupation. Il y avait une émission de télévision, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était la première émission défendant le patrimoine. Chef-d'œuvre en péril. Exactement. Cette émission a permis de sauver de la destruction plus de 150 monuments par des dons et des bénévoles. Donc finalement, c'est l'ancêtre de ce que vous avez fait, parce que cette défense du patrimoine, ça fait partie de votre ADN, Philippe de Villiers. Quand j'étais secrétaire d'État à la culture, j'avais proposé au Premier ministre de l'époque de faire le Grand Versailles, c'est-à-dire de faire ce que les Anglais font, d'habiter Versailles. Bon, depuis, on a fait, hélas, Jeff Koons, mais c'était l'idée de mettre en valeur notre patrimoine pour en faire une ressource à la française, parce que le patrimoine, c'est l'imaginaire collectif. Et
malheureusement, on n'a pas fait assez d'efforts dans ce sens-là. J'avais créé une mission qui s'appelle la mission du patrimoine. Aujourd'hui, on y fait beaucoup plus attention. Oui. Et je me souviens d'un temps, comme vous, Jacques, où on démolissait tous les petits lavoirs, toutes les petites églises de villages, etc. On faisait pas attention. C'était l'époque, d'ailleurs, de Georges Pompidou, l'époque de l'industrie, l'époque... Et maintenant, on y fait, je pense, beaucoup plus attention. Et en même temps, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à sauver ou est-ce qu'on a perdu beaucoup de choses? Bah, le problème, c'est que on vit, si vous me passez l'expression, un véritable mémoricide. Il y a une désaffiliation incroyable au niveau des enfants. C'est-à-dire, est-ce qu'on leur donne à rêver de nos gloires, de nos légendes, de nos héros, de nos saints, de nos hauts lieux? Voilà. Et moi, je suis très fier d'avoir fait, avec le Puy du Fou, un haut lieu de la mémoire vivante du dépôt millénaire. Et au Puy du Fou, vous avez également sauvé quelque chose de très important. C'est un anneau ayant appartenu à Jeanne d'Arc. Ça a été très controversé aussi, mais ça existe. Oui, et en 2016, on a donc racheté l'anneau aux Anglais, puisque l'anneau a séjourné pendant 6 siècles en Angleterre. C'était le seul vestige de Jeanne. Il avait été emporté en Angleterre comme pièce à conviction, et l'anneau est revenu en France, et il est ici au Puy du Fou. Et pour l'avoir, vous avez dû écrire une lettre à la reine Elisabeth, je crois, Philippe de Villiers. En fait, la reine nous a sauvés parce que le Conseil national des arts en Angleterre voulait récupérer cet anneau et n'acceptait pas, que cet anneau quitte l'Angleterre. Et donc mon fils Nicolas, le président du Puy du Fou, a écrit une lettre à la reine en faisant appel à son cœur de reine pour une paix définitive et la tranquillité retrouvée entre l'Angleterre et la France. Et elle a donné les ordres pour qu'on nous laisse tranquilles et que l'anneau puisse revenir d'où il est parti. Et vous avez écrit le roman de Jeanne d'Arc parce que finalement, vous avez écrit une 30aine de livres, vous avez quitté la politique et vous avez préféré les lecteurs aux électeurs. Oui, j'ai une circonscription lectorale, comme dirait Peggy, qui ne cesse de s'étendre, d'ailleurs j'en suis ravi, parce que je pense que le roman national est mort en mai 68 et que c'est une grande lacune. Le roman national était né après la guerre de 1870 parce que les grands historiens républicains, les Quicherat, les Ernest Lavis, les Michelet, voyaient bien qu'il fallait un fédérateur et qu'il n'y avait pas de fédérateur. Il fallait donc un 5e de substitution, un fédérateur, et c'était le roman national. En mai 68, cocktail Molotov, le roman national a disparu. On a tué l'épopée, on a tué les héros, on a fait des médecins légistes, on a fait des historiens, des médecins légistes. On a livré l'histoire aux sciences sociales jargonnantes et mortifères. Vous et moi, on n'y comprend plus rien. Il n'y a plus que des statistiques, il n'y a plus de chronologie. Et du coup, les enfants sont orphelins. Et moi, je me suis dit un jour, je vais faire autre chose que de la politique, je vais faire de la métapolitique, je vais aller en amont. C'est-à-dire, plutôt que de semer, je vais travailler sur le terreau. Et donc, je vais faire des livres sur les grands hommes de notre histoire, les grandes femmes de notre histoire, les grandes figures de notre histoire, pour donner aux jeunes générations des sujets d'étonnement, en partant du principe que la France est un rêve tramé dans l'étoffe des songes. Et on le voit dans les salons du livre, les jeunes sont beaucoup plus ouverts à ça que certains l'imaginent, Philippe de Villiers. 80% de mes lecteurs sont des jeunes de 20 ans. Voilà. Et qui viennent et qui sont contents d'apprendre tout ça, contrairement à ce que certains disent. Mais ça devient exotique. Quand on leur parle de Duquesclin, de Bayard, ou même de François Ier, c'est de l'exotisme. C'est quelque chose d'extraordinaire pour eux. C'est-à-dire que personne leur en a jamais parlé. Hein. Et je vois bien parce que souvent, là, il y avait un jeune qui me disait, mais Louis XIV par rapport à Saint-Louis, c'est avant ou après? Vous voyez? Bon, et il y en a qui croient que Jeanne Longo, c'est la cousine de Jeanne d'Arc, etc. Enfin, bon, là, on ne se rend pas compte de la civilisation dans laquelle on est. Et on peut faire croire n'importe quoi. Et vous l'avez démontré un jour lors d'une réunion où vous avez cité Jacques Chirac et Cronenbourg, je crois. Ah non, mais enfin, ça c'est une histoire vraie. Ah ouais? Oui, vous voulez que je vous la raconte? Ah oui, oui.
on était à l'Élysée. Et moi, je représentais le ministère de la Culture. C'était une grande soirée culturelle. Et il y avait François Mitterrand, Helmut Kohl, Margaret Thatcher, Jacques Chirac et moi. Et Mitterrand, à un moment donné, dit « Mais quelles sont les dates ?» On parlait des dates qui ont fait l'Europe, en fait. Et il se tourne vers Margaret Thatcher. Et elle joue pas le jeu. Elle dit « Pour moi, la date, la seule date, la vraie date, la grande date européenne, c'est 1215, la Grande Charte. » Et alors, Chirac se tourne vers Helmut Kohl et dit « Et vous ?» Il dit « Moi, la grande date pour l'Europe, c'est 1648, le traité de Westphalie. » Et à ce moment-là, Chirac sent que la foudre va tomber sur lui. Il prend son verre et sa petite bouteille. Il lève son verre, il boit un coup. Et Mitterrand lui dit « Et vous, monsieur Chirac ?» Et Chirac répond en martelant et en articulant Cronenbourg, 1664. Et en fait, ça voulait dire je m'en fous. Exactement. Ben écoutez, aujourd'hui, on va pas se faire mousser, mais on va continuer à parler de vous et de votre livre dans quelques instants avec une autre date, le 6 octobre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe de Villiers. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe de Villiers. Donc, 6 octobre 2022, sorti chez Plon, d'un livre qui s'appelle La valse de l'adieu. Et le point de départ, c'est une histoire authentique qui remonte à vos jeunes années, Philippe de Villiers. Ouais, quand on était petits, ma sœur et mes frères, on était dans la voiture, dans la 2 chevaux, conduite par ma mère ou par mon père. On allait au Mont-Zalouette. C'était le haut lieu de la Vendée, c'était notre Mont Blanc à nous, hein, voilà, 252 mètres. Et on s'arrêtait à chaque fois à un carrefour qui était très dangereux, il fallait être prudent, qui s'appelait le carrefour des 4 chemins de Loire. Et là, à chaque fois, mon père et ma mère disaient « Regardez la berline, elle s'arrête là ». Et il nous faisait revivre une histoire qui s'est déroulée le 8 août 1808. L'empereur descend de la berline avec Joséphine. Il a demandé à rencontrer des spécimens de la gare de Vendée. Il voit une jeune fille habillée en hussard. Il dit « Vous êtes qui ?» Il dit « Louise Rogrognil ». Il dit « Mais vous êtes habillée en hussard ?» Il dit « Oui, je l'ai emprunté à un hussard ». Il comprend qu'elle a tué un hussard. Et il lui dit « Vous faisiez quoi pendant la Grande Guerre ?» La gare de Vendée. Et elle répond elle hésite quand même. Et elle finit par dire « Monsieur l'empereur, j'étais blanche. » Ah, bon. Léger mouvement de recul. Mais en même temps, il lui lance un sourire qui veut dire bravo. Et puis, à côté, il y a le maire, avec son écharpe. Il dit, vous êtes le maire de Sainte-Florence, de Loire? Oui. Et c'est une de vos administrées, la demoiselle? Non, c'est ma sœur. Ah, alors j'imagine que vous, pendant la Grande Guerre, et là, il dit, sire, j'étais neutre. Et l'empereur le foudroie, il dit, vous n'étiez qu'un Jean Foutre. Et là, il s'appelle Jean Rogrognil. Il va garder son prénom, il va perdre son nom. Tout le monde va l'appeler le Jean Foutre. C'est-à-dire que le sobriquet de l'empereur va lui rester comme une tache d'infamie sur le front. Il est maire, il va perdre sa mairie. Il est luthier, il est ménestrier. Il a l'oreille absolue. C'est ce qui va le sauver. Quand vous, Jacques, vous entendez un son, lui, il en entend 50. Mais il va perdre sa lutherie. Et donc, il va devoir quitter la Vendée. Alors, un Jean Foutre, je me suis renseigné, c'est un sceau et un niais, et Foutre qui ne fait rien, ça vient de là. Le genre, c'était le sceau et le niais au départ. Oui, l'expression est née. Alors, vous avez donc décidé d'écrire à partir de ce donc, cette histoire est absolument authentique. Oui. Oui. Et vous avez décidé d'écrire un roman, mais un roman vrai. Oui. Presque. Oui, parce que, en fait, cette histoire me fascinait depuis que j'étais petit. Je me disais, un jour, je regarderai ce qu'ils sont devenus, ces gens-là. La Hussarde et son frère, le Jean Foutre. Et j'ai découvert qu'en réalité, il fallait aller à Montaigu. Et quand je suis devenu conseiller général de Montaigu, j'ai découvert un lieu qui s'appelle la Collégiale Saint-Maurice, qui était en ruine. Je me suis intéressé à l'histoire de cette collégiale, qui croise la grande histoire, l'histoire de la Révolution française, avec des noms connus en Vendée qui s'appellent Goupillot, etc. Et j'ai tiré sur le fil et tout est venu. Et vous avez écrit l'histoire de ce monsieur de 1801 à 1853 avec un destin incroyable parce que il va aller en Russie et vivre la retraite de Russie parce qu'il est condamné à aller là-bas. Oui.
Alors en fait, il est condamné là-bas, mais ça, je dis pas pourquoi. Ça, on le découvrira dans le livre. Oui. Mais surtout, pour faire ce livre, quand on voit les dernières pages, la documentation est immense. Vous avez passé des mois et des mois à lire tous les livres, à vous documenter, Philippe de Villiers. Oui, parce que je voulais écrire sur une période qui est peu connue, 19e siècle, le début du 19e siècle. Et j'ai eu la chance d'être accueilli dans de nombreuses familles qui m'ont ouvert leurs archives personnelles. Et grâce à ces archives personnelles, j'ai pu reconstituer, revivre des événements qui ont été oubliés. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que je voulais truffer mon langage du parler vendéen, qu'on appelle le patois vendéen. Que vous connaissez depuis toujours. Oui, parce que c'est ma langue maternelle, en fait. Tout à l'heure, on parlait de mon père. Mon père voulait que ses enfants soient enracinés. J'étais élevé à la paysanne et j'ai parlé patois avant de parler français. C'est ma langue maternelle. C'est une langue merveilleuse, qui sonnait comme un cristal inimitable. C'est un art de dire, un art d'apprivoiser l'ultime. C'est un art de chanter, c'est un art de vivre. Et je voulais truffer mon livre d'expressions qui sont des expressions chantantes, des expressions d'une sonorité incroyable, d'une musicalité incroyable, et qui ont une signification sur le plan symbolique infiniment plus grande que la langue française elle-même. Lombé de la chance, tchola, les dégourdis comme une pochette de sabot, c'est des expressions tout à fait locales. Oui, tout à fait. Que vous parliez avec vos copains, je crois que vous aviez des copains. Il y a une fille qui est un peu ronde, ouais, et toute petite, alors qu'elle a 30 ans, et le père dit à son voisin, que veux-tu, à la poumée, à la potigée. Alors poumée, ça veut dire qu'elle est en forme de pomme, mais potigée, normalement, elle aurait être... Et j'ai entendu ça dans mon enfance, tout ça. Oui. Et vous parliez ce patois avec vos copains dans la nature, ouais, lorsque vous couriez après les oiseaux, je crois. Oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, par exemple, mon voisin, Samuel Gilbert, le paysan, oui, je l'entendais darioler avec ses bœufs, et j'entendais qu'il disait « Ouh, doucement, doucement, Verdun, Douaumont, Verdun ». Et je suis allé le voir, je dis, qu'est-ce que c'est que ça, Verdun, Douaumont? Il disait le nom de mes bœufs. Donc en fait, il avait fait la garde 14. C'est extraordinaire. Ouais, extraordinaire. Mais ce sont des vestiges, on ne peut plus imaginer ça aujourd'hui. Non, on peut plus. Mais toute cette culture qui s'est perdue, je voulais la sauver. Voilà. Alors il y a aussi cette culture de la musique. Pour que votre livre soit le plus complet possible et soit le plus vrai possible, vous avez fait un stage chez un luthier, Philippe de Villiers. Plusieurs. Luthier et ménestrier, oui. C'est-à-dire la lutherie, les instruments nobles, et puis aussi les ménestriers buissonniers qui fabriquaient des instruments buissonniers. Alors, il faut savoir que donc j'ai appris par exemple comment on fait un alboca avec du sureau, comment on fait un ocarina avec de l'acacia, comment on fabrique un pipeau avec un peuplier tremble, etc. Et il y avait en fait deux sortes de musique. Il y avait la musique des granges, la musique des noces, avec par exemple des sabots à musique, et puis la musique des salons avec les violons. Et le sabot à musique, c'était le violon des pauvres. Voilà. Et en fait, mon personnage incroyable, qui avait l'oreille absolue, un jour, il va en forêt de Grala, avec un sabotier, qui était un génie, et qui lui dit, tu sais, l'aulne ne sonne pas de la même manière que l'épicéa, ou le pimpinet, tu devrais essayer. Et il a fabriqué un sabot à musique avec de l'aulne, et il s'est aperçu que le son était voisin de l'épicéa et des meilleurs violons de salon. Et donc, en fait, il a fabriqué un violon des pauvres qui se vendait au prix du sabot, mais qui résonnait comme un vrai violon. Alors, mais j'étais obligé de tout apprendre. Et c'est comme ça que j'ai appris, d'ailleurs, que auprès de grands luthiers, que le violon, c'est ce qui se rapproche le plus de l'homme. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous savez, on perce des ouïes, on parle des yeux du violon, on lui met une arme, la petite planchette qui permet d'avoir un son juste, on sculpte le talon, etc. C'est-à-dire que le violon a quelque chose de profondément humain. Alors j'ai appris tout ça, parce que si j'avais pas appris ça, j'aurais pas pu suivre mon personnage, qui était un génie des sons buissonniers.
et qui a fait un jour une rencontre. Écoutez ceci. La valse de l'adieu de Frédéric Chopin est très présente dans votre livre et pas seulement dans le titre, Philippe de Villiers. Ouais, en fait, mais ce que les lecteurs vont découvrir, c'est que la valse de l'adieu vient d'une mazour, c'est les polkas, les mazurkas, des fêtes de moisson, mais en réalité, elle vient de Vendée. C'est extraordinaire. Vous l'avez découvert par hasard parce que personne ne le sait. Complètement par hasard. Complètement par hasard. Dans et des donc archives. c'est une valse posthume. Hein, Oui. Voilà. Et en fait, Chopin a rencontré Jean Grenil pour le remercier lors d'une grande soirée en présence du roi Louis-Philippe. Et il a joué la valse. Mais j'en de dirai l'adieu. pas plus. Non, non. Ouais. Alors, il faut savoir aussi que cette Et concert c'est le titre, la valse de l'adieu, parce que cette rencontre est absolument incroyable. incroyable et C'est- authentique. Oui, au retour de la campagne de Russie, en Mazovie. Et la version que vous avez entendue, je ne sais pas si vous avez reconnu celui qui joue du piano, c'est Serge Gainsbourg. Car un jour, il était pianiste classique au départ, Oui. et un jour, pour une émission de télévision, il a joué la valse de l'adieu. Une seule fois dans sa vie à la télévision. Ah ben ça, vous me l'apprenez. Ouais. Alors, et d'ailleurs, il y a eu un film, La valse de l'adieu, un film muet avec Pierre Blanchard Oui. en 1927. Alors, finalement, la musique classique, c'est un univers que vous n'imaginiez pas au départ intervenir dans ce livre quand vous avez commencé à raconter cette histoire, Philippe de Villiers. Pas du tout, non. Pas du tout. Moi, je connais bien la musique buissonnière, parce que c'est mon enfance, ce sont mes amis. C'est aussi la musique buissonnière, c'est ce qui a inspiré quelqu'un comme Carlos Núñez, qui est un des compositeurs du Puy du Fou. Donc, quand il faisait, par exemple, vous savez que sur le chemin de Compostelle, on partait d'Irlande, donc, et on récupérait en Bretagne, puis en Vendée, puis ensuite en Aquitaine, on récupérait des mélodies et on récupérait des instruments. C'est comme ça que la Veuse, par exemple, devient la cornemuse, voilà, et jusqu'en Galice. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, c'est Carlos Núñez, qui est le grand musicien galicien, et qui est un génie des musiques qu'on n'entend pas. Voilà. Et on ne sait jamais... Les mélodies populaires. Oui, mais on ne sait jamais d'où viennent les mélodies populaires. Par exemple, les chansons au clair de la lune, etc. Ça vient de la Révolution française, où les paysans jouaient dans les foires ces chansons contre le roi et contre la Révolution. Oui, mais vous m'amenez à vous raconter, ce que vous savez sans doute, que Chopin, en fait, toutes les nocturnes de Chopin, toutes les sonates, etc., les œuvres de Chopin, les pièces de Chopin, c'est quand il allait pour soigner sa toux en Mazovie, l'été, qu'il écoutait, au fait des moissons, il écoutait les mazours, il écoutait les polkas, il scrutait les danses, et ensuite il se mettait au piano. Et donc, en fait, les mélodies de Chopin sont, chez lui, inspirées, Liszt, d'ailleurs, l'a très bien dit, sont inspirées de cette souvenance des danses populaires auxquelles il a pu assister et qui ensuite ont été par lui purifiées et transformées, Liszt a dit de lui, je crois, quand on écoute Chopin, c'est une pluie de perles qui tombe sur un plateau de cristal. Mais la musique classique, c'était pas votre univers au départ, Philippe de Villiers? Non, mais je suis un auditeur du dimanche, quoi. Oui. Comme on dit, historien du dimanche. Mais en même temps, vous avez vécu avec ce personnage pendant des mois et des mois, parce que ce livre a été un travail de fou à construire. Il y a plus de près de 600 pages, et ça a demandé un travail que vous n'imaginiez pas au départ. Oui, absolument. Et en plus, il y a des références personnelles, avec des archives personnelles, familiales, voilà, auxquelles je rends hommage, et les travaux d'ailleurs de certains de mes enfants, et de mon propre frère Bertrand, avec les archives du Grand Libao, etc. Voilà. Et vous faites un travail d'historien, ce qui pour vous est nouveau, parce que vos romans, il y avait de l'histoire, mais là c'est un travail pur d'historien. Oui, absolument. Oui, je pensais pas que je pourrais faire ça, parce que je suis pas méticuleux, je suis pas patient, mais en même temps c'est passionnant, parce que là je voulais suivre le chemin de quelqu'un qui est en fait un personnage extraordinaire que personne ne connaissait. Et c'est un livre de transmission. Je sais que régulièrement, vous êtes allé dans les écoles pour évoquer votre département. La transmission, même par cet ouvrage, est essentielle pour vous. Ben, je pense que
L'histoire, c'est ce qui permet de comprendre sa propre vie. Quand vous avez une vie, vous avez votre propre histoire. Quand vous étudiez l'histoire, vous avez l'histoire d'un autre. Vous avez la grande histoire. La grande histoire complète la petite et l'embrase. De la même manière que une romance vient embrasser le roman d'une vie. Voilà. Et si on n'a pas la romance et si on n'a pas le roman de la vie, alors on est condamné à vivre ce que disait Fustel de Coulanges. Les peuples qui ne rêvent plus sont condamnés à mourir de froid. Eh ben, je vous assure qu'on rêve et qu'on est passionné par cette valse de l'adieu chez Plon que vous avez écrit. Continue dans ce sens, que je suis sûr que vous avez d'autres sujets que vous allez préparer dans les mois et les années à venir, non? J'ai plusieurs sujets en préparation, dont l'un qui me tient à cœur, que je prépare depuis plusieurs années. Oui. On en reparlera, vous serez toujours le bienvenu dans les clés. Mais vous savez très bien, parce que vous, Jacques, personne ne vous le dit, donc je vais vous le dire. Moi, vous êtes un éclectique, vous avez ce génie de l'éclectisme. Vous savez, on disait de l'honnête homme au XVIIe siècle, il a des clartés de tout. Ça, c'est votre cas, et en fait, vous touchez à tout quand on voit tout ce que vous faites, et notamment tout ce que vous scénarisez. Bon, et vous comprenez ce que moi je fais, puisque on aime bien faire un scénario. Voilà. Oui. C'est en fait raconter des histoires pour éviter que les autres vous en racontent. Exactement. Ben, continuez comme ça, Philippe de Villiers. Je rappelle que la valse de l'adieu, c'est chez Plon. Merci d'avoir été mon invité. Vous revenez quand vous voulez ici. Vous êtes écoutez, c'est un merveilleux moment. Voilà, merveilleux moment. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.